Cet épisode vous est présenté par Wi-Fi Plex, votre partenaire technologique pour immeubles multilogements. Saviez-vous que plus de 80% des locataires souhaitent maintenant avoir de la technologie dans leur espace de vie ? Avec Wi-Fi Plex, rendez vos immeubles plus attrayants et sécurisés avec leurs caméras de sécurité, intercom intelligent avec reconnaissance faciale, télé IP innovante et incluez Internet dans vos baux, le tout clé en main. Découvrez-en plus sur wifiplex.ca. Bonjour, je m'appelle Mélanie Bergeron. Bienvenue à ce deuxième épisode du balado Table ronde. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez criant dans l'actualité, l'itinérance qui va en augmentant finalement. Les chiffres le démontrent de plus en plus. Puis vous n'avez pas rêvé que ce soit à Montréal, en région, on voit de plus en plus de personnes victimes du fait qu'il manque de logement, des victimes de santé mentale. Comment conjuguer toutes les instances pour arriver à trouver des solutions pour ces gens-là en termes de logement aussi? Comme propriétaire, comment allez-vous faire pour gérer quelqu'un qui n'a plus la santé de rester chez vous et vous savez pertinemment qu'il va se retrouver à la rue si vous le mettez à la porte? Alors, c'est un sujet criant. On sait qu'il y a eu un remaniement ministériel à Québec et qu'il y aura des élections municipales très bientôt. Alors, ce sont des questions qui reviennent régulièrement dans l'actualité et je suis bien entourée pour en parler aujourd'hui. Toujours Éric Sans-Souci de la Corpic qui est là. Bonjour, salut Éric. Bonjour, un plaisir de te retrouver. Merci. Merci. Et j'ai à mes côtés Fadi Daguerre, chef de police de la police de Montréal, bien sûr, depuis 3 ans maintenant. Oui. On dirait que ça fait longtemps que vous êtes là parce qu'il s'en est passé des choses. Et oui. Et James Hughes, qui est de la mission Old Brewery à Montréal, qui vient en aide. Oui, parce que je parlais à M. Hughes avant de commencer ce balado. Je dis, moi, le mot que j'ai le plus de misère à prononcer, c'est brewery. Là, je l'ai eu. Alors, c'est pas facile et parfait. Vous l'avez prononcé avec aplomb. Merci beaucoup. Je m'y suis concentrée. Alors, merci à vous trois d'être là. On le sait que l'itinérance, vraiment, c'est un enjeu vraiment important. Éric, on va commencer avec toi parce que comme propriétaire immobilier, tu sais, on est confronté à toutes sortes de situations. On se demande pourquoi c'est comme ça, en fait. Pourquoi aujourd'hui on a plus de misère à gérer ces situations-là? Quel est ton point de vue là-dessus? Quelles sont les causes de tout ça? Parce que certainement, à temps partiel, si je suis porte-parole, à temps partiel, je suis aussi propriétaire immobilier. J'ai beaucoup de logements là, dans le centre de Montréal. Et j'ai observé particulièrement là, depuis la pandémie une accélération là, de situations. On voit des personnes se retrouver là, dans des situations de vulnérabilité. Et c'est des gens qu'on connaît souvent depuis longtemps. Je pourrais vous donner les noms, là. Et on sait que ces personnes-là, s'ils arrivent à perdre leur logement, que ça risque fort probablement d'être la rue. Suivant des maladies mentales ou encore le vieillissement, ils perdent leur partenaire, ils sont pris au dépourvu, prennent plus soin d'eux. Des fois, ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité dans le logement, on en parlait tantôt, ou ils ne payent pas leur loyer. Et là, le propriétaire est confronté à ces situations-là. Il a du mal à tenir et ça peut se terminer au tribunal administratif du logement. Et malheureusement, on ne sait pas trop comment accompagner là, cette personne-là. Donc, souvent, nous, les prochains itinérants, on les connaît, puis on aimerait ça, pouvoir intervenir en amont pour les accompagner, puis éviter là, qu'ils viennent grossir les rangs des statistiques qui sont très tristes. Là. Je fais le pont tout de suite avec M. Daguerre parce que, en fait, quand les gens sortent du logement, se retrouvent à la rue, ne sont pas tout de suite chez vous, M. Hughes. Donc, il y a une transition qui se fait vers la rue. Vos policiers sont confrontés chaque jour à ça. Et les propriétaires des environs aussi ne veulent pas les avoir dans leur cour. Ces gens-là n'ont plus de place. Alors, comment vous gérez ces approches-là avec les itinérants? Comment ils se retrouvent là? Puis comment vos policiers abordent ce genre de situation au quotidien? Bien, c'est une situation très complexe parce que, premièrement, c'est une situation civile. C'est pas du cas criminel pour l'instant. Et en plus, la personne, en général, pas tout le temps, il y a des enjeux de santé mentale qui peuvent être attribués, qui accompagnent la situation. Nous, rapidement, on essaie de voir les partenaires. On essaie de voir quel partenaire peut nous donner un coup de main pour relocaliser cette personne-là, la famille de cette personne-là, quelqu'un de confiance, pour qu'on puisse au moins la sortir de la rue, surtout lorsqu'on parle de l'hiver. Mais vous avez raison. Depuis la pandémie, moi, je trouve que c'est les enjeux de la société du futur, c'est la santé mentale et le logement. Ce sont les 2 enjeux que je vois comme chef de police. Les appels que nous recevons sont majoritairement des appels de détresse, de situation, même si l'appel est un voie de fait.
Même si l'appel, c'est du bruit, chicane entre voisins, une fois qu'on creuse un peu, il y a un peu de santé mentale, il y a un peu de dépendance, il y a un peu de perte cognitive, il y a des enjeux qui suivent par la suite. Mais une fois que la personne est dans la rue et on arrive sur cet appel-là, la première chose que mes policiers vont faire, c'est vraiment essayer de trouver son réseau de groupes communautaires du quartier, voir qui peut donner un coup de main. Puis on est chanceux, parce que le milieu communautaire à Montréal, à plusieurs endroits, est tricoté serré. Et c'est lui qui est notre filet social, notre filet de sécurité. C'est vraiment lui. Et les policiers, puisqu'on est dans une forme de police de quartier, donc police très intégrée dans les communautés, rapidement, mes policiers peuvent faire affaire avec d'autres policiers du poste de quartier qui sont des spécialistes en sociocom, des spécialistes de patrouille à pied, des spécialistes de patrouille à vélo, qui, eux, connaissent tout le réseau communautaire. Puis rapidement, on peut trouver quelqu'un pour de la nourriture. Quelqu'un pour un logement de temporaire, quelqu'un pour essayer d'accompagner la personne, de reprendre certains pouvoirs sur sa vie. Mais après ça, le policier, il relègue au partenaire pour que le partenaire puisse faire le nécessaire. Mais encore là, les enjeux que je vois beaucoup dans la ville, c'est que les partenaires et les groupes communautaires ont besoin de financement pour pouvoir survivre et c'est très précaire. Donc si le locataire, c'est précaire pour lui se retrouver dans la rue, et que le partenaire doit à chaque année, chaque 2-3 ans, faire du redemande de financement parce qu'il doit survivre pour pouvoir aider les plus démunis. Imaginez-vous. Le système, je trouve que le système est en train de craquer, puis pourtant, il y a un filet de sécurité important, puis il faut le préserver. Puis il existe, il est bon. Il y a des gens sur le terrain qui travaillent d'une manière remarquable, admirable, puis c'est eux qu'il faut vraiment soutenir. Oui, ils ne peuvent pas le faire tout seuls. D'ailleurs, M. Hughes, est-ce que vous voyez que le visage de l'itinérance a un petit peu changé dans les dernières années? Est-ce que c'est le même type de clientèle qui vient vous voir il y a 5 ans? Parce qu'il y en a beaucoup que leur situation a changé, justement, comme vous le disiez, santé mentale, beaucoup. Qui vient vous voir aujourd'hui? Puis est-ce que, justement, ça craque de partout? Est-ce que vous voyez qu'on est à un point tournant là, concernant l'itinérance? Est-ce que c'est un point tournant? Je ne suis pas certain. On verra d'une certaine mesure, mais c'est sûr. On a vu depuis 2018 que l'itinérance, le phénomène a doublé dans notre ville. Ça a doublé à travers la province. C'est pas juste, comme ça a été dit, un phénomène du métropole. C'est Sherbrooke, c'est Trois-Rivières, Québec, Saint-Jérôme, imagine. Saint-Jérôme, oui. On ne voyait pas d'itinérants dans ces villes-là avant. Tout à fait. Et avec une augmentation massive, ce soir à Montréal, entre 5 et 6 000 personnes en situation d'itinérance. Ce soir. Et donc, c'est énorme. C'est énorme. Il y avait 3 000 chiffrés selon le sondage à l'époque, en 2018. Donc, c'est vraiment difficile. Éric, vous avez mentionné la pandémie, ça a beaucoup contribué à l'augmentation des prix, le fait qu'il y a tellement peu d'unités abordables, les studios, les maisons de chambre. Les maisons de chambre. 1,5, ils commencent à disparaître. Mais les villes n'en veulent plus de ça. Souvent, tu veux un permis pour une maison de chambre, c'est souvent contesté là, à cause de toutes sortes de raisons. Il faut en parler, parce que ça fait partie des solutions et je sens que la tendance, c'est peut-être que ça se renverse bientôt. Mais il faut le dire, c'est sûr qu'on a une majorité de personnes dans la rue qui ont des maladies de différentes sortes, de vieillissement, maladies mentales, des dépendances, des problèmes sociaux importantes. Mais qu'est-ce qui rassemble tout le monde? C'est des problèmes comportementaux, presque. Et c'est parce que la majorité des personnes avec des problèmes de santé mentale sont logées. La très grande majorité des personnes avec des problèmes de dépendance sont logées. Et il faut ne pas oublier 5-6 000 personnes, c'est beaucoup, mais c'est pas on est une ville de 3 millions de personnes. Donc, c'est un phénomène qu'on peut solutionner. Dans ma tête, c'est pas une question qu'on peut pas... Montréal peut pas solutionner l'itinérance. Je crois profondément que c'est faisable. Ça prend les propriétaires, par contre. Vous avez parlé avec raison qu'il y a souvent et de plus en plus de problèmes d'enjeux liés au comportement, mais il y a aussi la majorité des évictions, en fait, sont menées par les propriétaires selon tous les sondages. Il y a tout type, menées par le propriétaire ou menées à cause des problèmes de non-paiement ou des problèmes comportementaux. Et selon les études que nous avons, c'est en majorité les évictions
menée par les propriétaires. C'est pas une accusation, au contraire. Non, je comprends très bien. Mais en parlant de justement des solutions, il faut maintenant penser comment les propriétaires peuvent eux aussi contribuer. Comment les aider, hein? Et parce qu'ils savent pas. Ils sont là pour faire de l'argent, grosso modo, pas juste. Mais c'est un investissement. Ça, tout à fait, mais c'est pas juste un investissement. Exact. C'est un côté humain. C'est exact. C'est c'est la chez eux ou chez elle de la personne. Hein? Donc, on parle beaucoup de droit au logement. Le droit, c'est l'appartement. Mais juste l'appartement tout seul, c'est pas la solution. Ça prend des formes d'abordabilité, ça prend des services de soutien et tout. De santé aussi. Fadi en a parlé, absolument. Donc, c'est complexe, mais c'est pas si complexe que ça. Mm-hmm. C'est ça qui est un peu brutal. C'est complexe, mais on peut trouver des solutions. Et voilà. Et je vais te laisser réagir. Oui. Puis, en fait, je peux corroborer ça. Rarement, on va voir un locataire qui abandonne son logement pour choisir la rue. Mm-hmm. Alors, l'itinérance, comme l'éviction, est souvent une résultante du problème de santé mentale ou autre là, qui peut mener, là, si on veut, à cette situation-là. Donc, c'est comment on peut agir avant que ça fasse en sorte que pour le propriétaire, ça devienne intenable, parce que 6 mois de loyer qui n'ont pas été payés, ou que le logement est en train d'être démoli progressivement, ou parce que ça dérange les locataires. Donc, comment on peut intervenir? Et c'est sûr que nous, on se penche beaucoup sur la question, puis on a regardé à différents endroits. Il y a des outils, mais est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a assez? Parce qu'il faut aider les propriétaires à garder les locataires chez eux, mais vous ne pouvez pas prendre la responsabilité tout seul. Puis les familles, on va se le dire, les familles souvent ont décroché de ce genre de cas-là, qui est devenu trop lourd aussi pour les familles. Donc, tant qu'ils ont un toit, les familles s'en occupent un petit peu moins. C'est ce qu'on remarque. Hein? Souvent, ces gens-là sont seuls. Donc, la famille n'est plus dans le décor, ils n'ont pas de réseau. Donc, le propriétaire est dans une position... je vais dire privilégié du point de vue de contact avec la personne. On est souvent la personne qui est la plus proche là, de cette situation-là où ils sont en train de se mettre en danger. Et vous avez raison, parce que quand vous êtes propriétaire d'un duplex ou d'un triplex et que votre locataire, et vous habitez le triplex, et que votre locataire, ça fait 15, 20 ans, vous l'avez, c'est plus un locataire. C'est une partie de la famille. Ouais. Puis je pense que le message de James est important, c'est à partir du moment où il fait partie de la famille, puis qu'il y a une certaine détérioration chez cette personne-là, je pense que c'est là que c'est important. Autant nous, les policiers, qu'on fait affaire avec plein de groupes communautaires pour aider, je pense que le filet social vient aussi des propriétaires. Dire, OK, attends un peu là. Fadi est en train de déraper. Attends un instant. Appelle tel groupe communautaire du quartier, tel autre groupe. Faut pas qu'il tombe dans la rue. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand il y en a 5-6 000 itinérants, il y en a combien, plutôt, qu'on doit regarder, qui sont sur le point de tomber en itinérance et qu'on pourrait éviter qu'ils tombent en itinérance. Parce que la ligne est mince, là, entre des logements très abordables. Il y en a encore beaucoup à Montréal, entre autres, en région, mais des logements à 600-700 $, des vieux immeubles. Il y en a encore, mais ces gens-là, s'ils perdent ce logement-là, c'est terminé. Pas. Et je pense sincèrement, là, ça pourrait aider énormément les propriétaires de connaître tout le réseau d'aide qui est là pour que la personne reste dans le logement. Demain matin, là, je fais des appels pour 5 locataires, là, si je sais où appeler. Ils ont des problèmes différents. Je les connais, ça fait longtemps. Ça va, ça cause pas trop de problèmes, c'est gérable. Ils payent leur loyer. Et je me dis, bon, ben dans le temps, je vais récupérer éventuellement le logement, je ferai mes travaux, mais on n'est pas les propriétaires, appelons-les traditionnels, dans le business de vider les immeubles, hein, comme les rénovicteurs, là, qui, eux, c'est vraiment un objectif financier qu'ils ont, là. Le propriétaire québécois est souvent un occupant, sinon c'est un petit propriétaire et il connaît sa gang, il connaît ses locataires, il appelle sa gang là, parce que c'est ça, par leur petit nom. Oui, puis les enfants des proprios connaissent le locataire d'en haut. Exact. Ils les amènent parfois à l'école, c'est lui qui sort les... Non, c'est... Alors, les enfants ont des nouvelles par le propriétaire. Souvent, là, j'arrive pas à rejoindre ma mère, le propriétaire s'en mêle, puis tu sais, c'est un point central, finalement. Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Un autre point central, je me sens comme peut-être le à contrario. On aime ça? On veut le savoir. Mais entre 2010 et 2020, on a perdu 80 000 unités de logements abordables aux investisseurs qui les ont rendus
pas abordable. Donc, c'était enlevé du dénominateur de logement dont on peut rendre accessible à des personnes dans le besoin. Donc, c'est ça, ça fait partie du problème que, justement, le réseau, oui, absolument, il y a les triplex, les quadruplex, etc., mais c'est le phénomène de perdre les unités qui étaient à $600, avec certains changements qui s'est rendu $1,600. C'est courant, ça. Et ça continue, ça se poursuit. Et moi, j'ai peur pour notre ville que si ça continue de se poursuivre de cette façon, nous n'aurons pas beaucoup de place pour des gens qui se trouvent en besoin justement un appartement pas cher. C'est sûr, le gouvernement ne peut pas payer les suppléments de loyer pour tout le monde. Donc, c'est là, faut ensemble, nous quatre, là, commencer à identifier des pistes de prévention. Fadi, je pense que c'est ça le mot, pour éviter que les gens soient obligés de se trouver soit hors de la ville, parce que c'est pas abordable ici, en colocation, parce que c'était pas vraiment souhaitable, mais peut-être dans certains cas, c'est ça la solution, ou pas une 3,5, mais plutôt un 1,5, parce que c'est la seule chose qui peut payer. Mais là où la personne reste aujourd'hui, comment pouvoir préserver la personne dans l'endroit malgré une pauvreté pas extrême, mais une pauvreté, tu sais, la personne est sur l'aide sociale. L'aide sociale à $800 par mois, c'est pas beaucoup. Mais c'était faisable quand c'était $600. Donc, un petit peu de marge de manœuvre, pas beaucoup, mais faisable. Mais maintenant, c'est rendu 1,200, impossible. C'est important ce que vous dites, la prévention. Puis il me semble, est-ce que c'est une impression où il n'y en a vraiment pas assez, puis qu'on réagit sur le tard? Tu sais, on agit une fois que le mal est fait, puis là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Puis c'est là qu'on se retrouve avec plus de personnes à la rue. Tout à fait. Donc, il y a la préservation des unités abordables existantes avec une façon de s'assurer que les propriétaires ne sont pas tout seuls à régler ces problèmes. Le TAL aussi, c'est souvent trop tard, mais aussi de développer, créer des nouvelles places. Donc, à la fois préserver qu'est-ce qu'on a maintenant, c'est de l'infrastructure essentielle pour une ville en crise, et la construction, développement des nouvelles façons de faire qu'on peut imaginer. Une idée qu'on avait, on discute souvent, est-ce qu'avec les propriétaires, on ne peut pas imaginer un cible de 1000 unités qu'on peut attribuer à notre clientèle ensemble dans les prochaines quelques années? Et là, ça serait la contribution des propriétaires. On va trouver dans notre réseau du Corpic et partenaires 1000 unités, 1,5, même des studios. Et là, en contrepartie, le gouvernement et les organismes communautaires, vous allez vous assurer d'avoir des PSL ou non, dépendamment des situations, et des services pour que vous ne soyez pas... Je te regarde... c'est de la musique, regarde-moi, parce que moi, j'adore ce que j'entends. Là. On est là pour ça, nous. On est là pour ça. Exactement. Puis, M. Dagan, moi, je reviens sur quelque chose que vous avez dit il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup d'immeubles non utilisés à Montréal, qui sont là, barricadés, qui ne servent à rien. Oui, mais écoutez, c'est parce que nous, on patrouille la ville, puis on a vu certains endroits où ils sont barricadés, puis tout à l'heure, c'est pour ça que je disais, c'est beaucoup 6 000, et en même temps, on peut trouver des solutions. Il y en a des solutions, mais je pense qu'il y a un travail collectif, sans barrière, sans niveau de palier de gouvernement, ni fédéral, provincial, municipal, c'est pas ça. Mais je pense qu'ensemble, tous ensemble, si on s'assoit puis on regarde certains quartiers, certaines unités qui sont encore barricadées, qui sont inutilisées, comment on peut rapidement les rendre utilisables. Et aussi, il y a des endroits où ils sont, encore une fois, je reviens sur ce sujet-là, parce que moi, je le vois lorsque mes policières, je patrouille avec eux, je rentre dans un appartement, et je vois la personne dans cet appartement-là, je dis, oh là là, dans 1 an, ça se peut qu'elle sera plus là, elle. Et moi, c'est ça qui m'alarme un peu, parce que on le voit, on le sait, on le sent, et pourtant, l'année d'après, cette personne-là peut-être pourrait tomber. Donc, on peut la prévenir, qu'elle ne tombe pas dans la rue. Tout à l'heure, on a parlé des maisons de chambre. Moi, les maisons de chambre, là, je me rappelle très bien, des maisons de chambre bien administrées, avec de l'aide, des services qui rentrent à la maison de chambre. Franchement,
votre idée de 1000 logements avec un studio. Voilà. Mais ça, là, pour moi, des maisons de chambre, on en a perdu tellement. C'est vrai. Et pour les policiers, on allait dans ces maisons de chambre-là parfois pour les événements. Puis il y avait un service. On savait que le service y allait, soit une infirmière, soit un thérapeute, soit quelqu'un qui s'occupait de l'immeuble, s'occupait des personnes. Et c'est fascinant. J'ai fait une immersion moi-même. Je suis allé en immersion. J'ai d'ailleurs dormi à Oldbury Mission. Mais je suis allé dans certaines maisons de chambre dans l'Est. Puis c'est fascinant de voir. Il y avait, je pense, c'était 4 ou 6 chambres par étage. C'est fascinant de voir comment les gens s'auto-géraient. Mm-hmm. Il y avait une communauté entre eux. Ouais. Toi, tu balayes. Toi, tu fais la vaisselle. Toi, tu nettoies dehors. Toi, tu fais rentrer ci. Toi, tu fais rentrer ça. C'est devenu une famille de 18 personnes. Mm-hmm. Chacun s'observait pour s'assurer que chacun était en sécurité. Puis j'ai rentré là, je dis, oh, mais voyons donc. Elle dit, oui, lui, ça, c'est son rôle. Puis il y a un code qui s'est créé dans cette maison de chambre-là. Mais ces gens-là, ils auraient été dans la rue. Ouais. Ils auraient été dans la rue. C'est clair. Et pourtant, il y a de la santé mentale d'impliquer là-dedans, il y a la toxicomanie, mais ils arrivent à se gérer parce qu'il y a des services qui les aident. Et eux se sont autogérés, ils ne veulent pas perdre. Mais le fait d'être entouré, justement, d'être entouré d'autres personnes comme elles, les aide à s'auto-porter, si on veut. Entre eux. Et ça, c'était très puissant de le remarquer. Puis ils parlaient clairement de leur fierté de pouvoir garder leur place, comment ils étaient heureux où ils étaient, puis ils veulent pas que rien ne change, ils veulent pas de troubles. J'ai trouvé ça admirable, vraiment admirable. Puis les services rentrent dans la maison de chambre. Fait que ça aussi, c'est une grande perte qu'on a eue. Pour les propriétaires, il y a deux pistes positives qu'on peut regarder là, pour ça, puis on le voit avec les résidences pour les étudiants. Mm-hmm. Donc là, on voit justement ce modèle-là se développer où est-ce que les étudiants vont avoir une chambre. Donc on peut observer par ce chemin-là comment est-ce que ça se paye, comment ça s'organise, comment ça peut marcher financièrement. Et sinon, il y a un concept aussi qu'on voit apparaître de plus en plus en anglais, c'est le co-living, où justement, là, il y a pour des raisons d'abordabilité, les gens vont avoir leur espace, leur chambre avec ou sans salle de bain, la cuisine commune. Et il y a une vie communautaire là, qui s'installe à l'intérieur des occupants. Donc, c'est aussi un modèle où on peut regarder là, comment réapparaissent des chambres. Vous, les propriétaires, vous serez ouverts à ça? Oui, il y en a beaucoup là, en ce moment là, qui sont en train de prendre cette direction-là. Okay. Ça, c'est certain. Et ensuite, à moins que je me trompe, mais les maisons de chambre à Montréal sont sous moratoire. On ne peut plus là, les transformer pour enlever les chambres. Donc, il y a eu cette compréhension-là que c'est un modèle d'habitation là, qui est à préserver. Est-ce qu'on peut en ajouter, par contre? T'sais, parce que des fois, c'est un modèle, oui, il y a une ouverture, mais c'est pas pour tous les propriétaires. Ouais. Hein, parce que gérer une maison de chambre, c'est autrement que de gérer un sixplex. Là. Ça prend quelqu'un sur place. C'est une business, là. Donc, ça, c'est certain. Donc, quand on veut penser aux gens qui pourraient être dans des situations de vulnérabilité, il faut accompagner tout ça de services sociaux, là. Ça, c'est certain. On ne peut pas demander aux propriétaires d'être le travailleur social sur place, là. Comment on fait ça? Parce que vous avez 3 points, tellement 3 visions. Il me semble, ensemble, ça crée quelque chose d'extraordinaire. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des embûches sur le terrain? Municipalité, gouvernement provincial? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a des subventions, il y a toutes sortes, puis les permis des municipalités, des fois, c'est pas toujours évident. Comment on peut travailler ces solutions-là pour qu'elles soient concrètes ou est-ce qu'on rêve en couleur? On ne rêve pas en couleur. Oui. Au contraire, je donne un exemple d'un programme qui marche tellement bien actuellement. C'est un programme qu'on appelle Porte-Clés. Et c'est un partenariat entre Oldbury et l'Office municipal d'habitation. Par laquelle l'Office, qui gère quand même un très grand réseau de bâtiments, qui ont quand même des locataires souvent difficiles, ils ne sont pas spécialistes dans l'intervention, ils ne sont pas spécialistes dans la prévention de l'itinérance, mais on est. Oldbury, pas juste Oldbury, mais il y a d'autres partenaires justement qui sont aptes. Mais qu'est-ce que nous avons aiguillé, c'est une façon par laquelle OMH, via un financement très modeste, paye une équipe, l'équipe Porte-Clés, qui est dispo à intervenir dans des appartements où justement un autre paire de mains, une autre façon de faire qu'on appelle l'intervention psychosociale est aidant à
baisser la volume et créer des liens d'entraide pour permettre à la personne de se stabiliser dans l'appartement. Et souvent, si c'est très problématique, de commencer le processus à trouver une alternative pour la personne. Et donc, il n'y a rien qui empêche que le privé développe des liens aussi avec des organismes comme Oldbury et les autres pour justement imaginer une sorte de réseau privé de prévention de l'itinérance à même leur propre portfolio. Et vous allez voir que nos organismes vont rapidement lever la main pour s'assurer que dans les cas particuliers, on va être présent pour vous accompagner, vous aider à assurer que la personne est bon où il ou elle reste. James, ce que tu viens de dire là, moi j'avais rencontré l'OMH. Et exactement, c'est le projet dont tu parlais, porte-clés, c'est ça? Ouais, c'est porte-clés. C'est fascinant combien vous évitez de nombre de personnes grâce à cette approche-là qui tombent dans la rue. C'est fou. Ouais. Moi, j'ai jamais entendu parler de cette c'est très oui. Toi, moi, je trouve ça très excitant, puis je réalise qu'on aurait dû avoir une personne d'un OMH ici, Office municipal d'habitation, parce que oui, ce sont des joueurs importants. C'est eux qui administrent également le programme de supplément au loyer, et la Corpic comprend qu'on n'aura jamais assez de sous au Québec pour construire suffisamment de logements sociaux et souhaite jouer son rôle comme partenaire qui a accès à un parc de logements existants privés pour les mettre à disposition. Puis on a une belle opportunité en ce moment parce qu'on le voit, les taux d'inoccupation, même s'ils sont bas, recommencent à monter. Et les loyers se sont stabilisés dans la dernière année. Donc, il y a une ouverture de la part de propriétaires qui ont plus de mal à louer leur logement, à joindre le programme de supplément au loyer qui est administré par les OMH. On voit dans certaines municipalités des très bons exemples, puis dans d'autres où est-ce que les propriétaires sont moins confortables. Mais dans les bons exemples, c'est qu'on voit justement cette implication-là dans toute la dimension sociale de l'OMH. Ça peut également être avec Mission Old Brewery ou la Maison du Père aussi qui travaille là-dessus pour accompagner cette clientèle-là. Alors, quand on accompagne cette clientèle-là comme il faut, ben tout d'un coup, on a des propriétaires qui sont à l'aise de participer et qui y trouvent même un intérêt. Donc là, on a l'aide à la brique, puis on sait que la brique, ça coûte cher. On a vu les coûts de construction. Je suis aussi entrepreneur général. Ça coûte ce que ça n'a jamais coûté pour construire des unités. On a des unités qui sont existantes, qui sont encore abordables, qui sont dans les plus abordables au Canada et qui sont à disposition. Alors, tous ensemble, je pense qu'on peut... Moi, je la vois, la solution. Là. La Corpic peut travailler avec les propriétaires justement pour vulgariser ça. Les organismes, tout ça. Si on se met à tirer dans la même direction, à l'intérieur du budget qu'on a en ce moment, qui est difficile d'accroître, on peut faire des miracles. Et il vous l'a dit, James, c'est pas avec beaucoup de budget qu'il arrive à aider l'OMH. Si vous prenez l'opportunité que lui ou Maison du Père, peu importe, rentre chez vous, vous allez voir le nombre de soutiens que vous allez avoir. C'est fascinant. Il y a des propriétaires pour qui, en quelque part, oui, c'est une business, être propriétaire, mais en même temps, il y en a qui veulent faire une bonne action en même temps, je dirais. C'est les deux. Puis oublions pas, il y a un jeune propriétaire là, qui a une hypothèque là, qui est élevée comme ça, puis qui arrive à peine, puis souvent, s'il y a des travaux, il met de l'argent dedans. Mais il y en a d'autres, ça fait 20 ans qu'ils sont propriétaires. Ils vont payer moins cher. Puis l'hypothèque est moins élevée. Ça reste qu'on doit rencontrer des obligations financières, mais il y a un paquet de monde là-dedans là, qui seront sur les lignes pour aider. Il y en a plein de ça. Parce que, justement, au Québec, le 3/4, là, ça appartient à des propriétaires privés, pas à des fonds immobiliers insensibles. Saisissons l'opportunité du propriétariat, là, j'invente un mot humain, qu'on a au Québec. Il est prêt. Puis ça, c'est votre approche de la police très humaine. Là, vous avez amené un vent différent, disons-le. Vous êtes proche des gens, c'est ce que vous voulez que vos policiers fassent. Donc, avec des approches comme ça, quand vous arrivez sur un événement, par exemple, si le propriétaire est impliqué, puis qui est là, puis qui vous aide, c'est beaucoup plus facile aussi pour tout le monde. Là, c'est sûr que... De toute façon, les policiers font partie de la communauté, et la communauté, c'est la police. On est tous ensemble. Donc, les policiers, à chaque fois qu'ils interviennent dans un cas de situation humaine.
peu importe c'est qui, même un criminel. Même un criminel, il peut avoir il fait pas un crime cette journée-là, mais il a des problématiques de toutes sortes. On va l'aider. Mais quand je vois des propriétaires qui ont aussi ils ont un réseau de groupes communautaires où on peut leur proposer des choses, puis ils trouvent ces réseaux-là, puis ils s'entraident pour le locataire, franchement, c'est extrêmement aidant. Parce qu'à la fin, tout le monde est perdant sinon. Tout le monde est perdant. Que ce soit le propriétaire qui perd son locataire, après ça, ce soit le policier qui doit prendre la personne, lui trouver un endroit ou un logement ou de la nourriture. Et à un moment donné, ça arrive chez James au niveau de son organisme. Finalement, on a prévenu quoi? On a prévenu quoi? Moi, c'est ça. Mon enjeu, c'est pas le fait qu'il y a des refuges, qu'il y a des maisons comme Oldbury Mission qui sont pleins à craquer et tout. Au contraire, heureusement qu'ils sont là. Mais le mal est fait. Le mal est fait, puis eux, ils essayent de colmater la situation avec quelqu'un qu'on aurait pu probablement 3, 4, 5 ans plus tôt l'éviter. Puis moi, ma cause à moi, c'est comment prévenir l'itinérance. C'est pas traiter l'itinérance. C'est vraiment comment la prévenir avant qu'elle tombe. Est-ce que vos attentes, vos objectifs sont réalistes? Je ne sais pas si on va réussir. Une chose qui est certaine, j'aime l'optimisme de James parce que c'est pas vrai que c'est une catastrophe. C'est vrai qu'on peut s'en sortir. Mais ça prend un effort collectif coordonné d'un peu de tout le monde, mais pas tout le monde en même temps. Il y a des moments où la personne n'a pas besoin de tel service. N'a pas besoin de tel service, elle a besoin de ce service-là. Il faut que ce service-là soit présent. Donc, je suis pas rêveur. Il y a des secteurs dans Longueuil, lorsque j'étais directeur, je vais vous donner un exemple, ça s'appelle chez Lise, à Longueuil. Et à un moment donné, on a mis une policière. Pourtant, c'est pas le métier policier, mais sinon, c'est 94 ou 92 appartements des gens avec des problématiques où ils étaient pris en charge par Madame Lise, qui recevait le loyer puis qui s'occupait de ces gens-là. C'était quasiment rendu sa famille. Mais les policiers, à cause des problématiques de santé mentale, des crises de toxicomanie, tout ça, les policiers allaient à 2-3 fois par jour pour des crises. J'ai dit, j'en ai marre. Je mets tellement d'efforts et en intervention, puis parfois ça finissait mal. Puis pensez au coût. 2 policiers qui interviennent. Transport d'ambulance. Urgence. Le médecin qui la voit, l'infirmière traitante, le triage. Après ça, peut-être la cour, la détention. Ça a coûté une fortune à la société. Qu'est-ce qu'on a fait? Puis on est en train de le faire dans certains endroits de Montréal. On a mis une policière. À temps plein, avec un travailleur social, infirmière spécialisée, avec d'autres fonctions. Puis je vous dis, non, mes policiers, ils y vont encore, mais très, très peu. C'est plus tranquille? Voilà, prévenir les événements. Ouais. La présence policière. Moi, ce que je dis, c'est que les services doivent sortir. La personne vulnérable n'ira pas. Tout à l'heure, on discutait ensemble. Lorsqu'elle se voit se détériorer, on discutait en tentant ensemble, son frigidaire se vide, elle met plus de courant. Mais voyons donc, qui pense qu'elle va sortir de la maison pour aller chercher un service? Mais jamais. J'ai jamais réussi. Là, présentement, à Saint-Léonard et à Saint-Michel, il y a une policière avec un psychiatre, Luigi. Eux, ils se déplacent en place. Ça s'appelle le projet Equinox. Ils se déplacent à l'adresse de la personne et font le traitement à l'adresse. Du coup, la personne, elle appelle presque plus jamais pour des crises. Elle est prise en charge, elle est diagnostiquée, elle a ses médicaments et elle redevient fonctionnelle, doucement, avec les partenaires autour. Les services, malheureusement, notre système est, voici les points de service, allez-y au service. M'excuse. Ah oui. Ils iront pas. Ils iront pas. Puis est-ce que ça arrive que même en allant chez eux, ils refusent les services parce qu'ils ont le droit. Ils ont le droit de refuser. Puis les personnes qui ont des enjeux. C'est là que le réseau est important. Disons que le propriétaire est en bas. On le connaît, le propriétaire, il connaît la personne. Et il va peut-être même dialoguer avec la personne. S'il te plaît, prends le service. Et il va pas écouter le policier, mais il va écouter le propriétaire qui le connaît, qui est de duplex, triplex, qui habite en dessous. Il va peut-être écouter quelqu'un d'autre, un membre de la famille. Elle va appeler la personne, on va appeler sa sœur, sa fille, son mari, son ex-mari, peu importe. Puis du coup, elle va accepter à cause que c'est cette personne, le réseau, qui fait la différence. Mais c'est pas le policier qui va lui dire, venez avec nous, on va vous aider. Il va le faire, mais bien souvent, ils vont refuser. Ben oui.
Exact. Donc, c'est quoi la solution, là? On va faire un petit tour de table avant de terminer parce qu'on pourrait en parler toute la journée. Il y a des solutions en place. Moi, ce que je comprends, c'est que ça prend de la cohésion de tous les acteurs sur le terrain. On n'est pas obligé de parler au gouvernement du Québec pour ça. Là, on peut faire ça chez nous, sur le terrain. Puis pas juste à Montréal. Les autres services de police en région, tout ça, sont appelés à contribuer. Il y a des organismes aussi. Donc, comment on met tout ça ensemble à tour de rôle? Comment on fait à la Corpic, par exemple, pour sensibiliser les propriétaires que c'est une réalité avec laquelle il faut composer? C'est à partir du moment où on veut restaurer le filet social, qui est plein de trous en ce moment. On veut qu'il tienne. Et qu'on a une capacité financière au Québec qui est limitée, dans les villes qui est limitée, assurons-nous d'investir aux bons endroits. Et l'endroit où ça coûtera le moins cher à la société, c'est de garder le locataire dans son logement. Mm-hmm. J'ai mon locataire qui n'a pas d'électricité parce qu'il doit 1300 $ à Hydro, là. S'il y avait de l'aide pour payer son hydro puis qu'il était pris en charge par un CLSC, c'est tout ce que ça coûterait à la société. Et 1300, c'est rien. Et voilà, non, parce qu'après, c'est une fortune en service autre. Intervenons aux bons endroits. Pour nous, en ce moment, il y a une belle ouverture en ce moment à accueillir des gens qui sont en situation de vulnérabilité. S'ils sont bien accompagnés, on a des logements qui sont disponibles en ce moment et par un bon programme de supplément au loyer, mais surtout par des OMH bien soutenus qui s'impliquent au bon niveau. Ça va rassurer les propriétaires. Et selon nous, c'est un chemin très rapide pour aider des milliers de gens. Demain, pas dans 5 ans, quand le projet de construction va pouvoir accoucher au triple du prix par rapport à aujourd'hui. Là. On ne peut pas oublier, il y a de l'inflation, puis les coûts augmentent, ça, on ne peut pas revenir en arrière. Alors, comment on peut faire maintenant? C'est un peu comme ça, nous. Parce qu'on écarte complètement la construction. C'est correct de construire, mais pour l'instant, il faut l'écarter de l'équation parce que, premièrement, c'est long. Les permis sont longs à délivrer. Ça coûte immensément cher, puis il y a des dépassements de coûts. Les propriétaires n'arrivent pas dans le budget, tout simplement. Là, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas. C'est ça. Alors, oui, il faut des logements sociaux. N'oublions pas de rénover ceux qui sont déjà existants, qui pourraient être remis sur le marché. Mais à part ça, on peut faire beaucoup de millage en aidant les personnes concrètement et directement. Est-ce que tu es d'accord, Éric, aussi que la clientèle a changé en termes de budget de loyer? Tu sais, supposons quelqu'un qui travaille aujourd'hui ne peut pas s'offrir le même logement qu'il y a 10 ans. Ouais. Tu sais, fait que les logements les moins chers sont pas juste mobilisés par les personnes vulnérables. Là. Il y a des gens qui travaillent, qui ont de la misère à joindre les deux bouts et qui occupent un logement qui pourrait être dédié à quelqu'un d'autre. Là, tu sais, c'est tout le monde qui est touché. C'est un problème de société. Il y a une inéquité générationnelle qui est hallucinante. J'ai des enfants de 19 et 22 ans qui vont rester chez nous pour encore un bon bout de temps. Parce que le logement coûte cher. Maintenant, comment on solutionne ça? Ben, c'est sûr que ça sera jamais qu'avec des logements sociaux et des programmes de supplément. L'industrie est en train de se réorganiser pour accroître sa productivité et rencontrer finalement la capacité de payer des locataires et de ceux qui veulent accéder à la propriété aussi. Pour que les gens de classe moyenne quittent certains logements pour que les autres aient accès. Tu sais, c'est une roue qui tourne. Si les gens n'achètent pas de maison, restent en logement, c'est ça. Là, ça les rend pas disponibles. Le continuum d'habitation, en ce moment, j'ai des gens qui devraient être pris en charge, qui occupent un grand 5,5 tout seul. Et je vois les jeunes, j'ai jamais vu ça, là, mais depuis cette année, mes 3,5 sont loués par des colocs. Avant, c'était une personne seule ou un couple. Il y en a un qui est dans le salon, l'autre qui est dans la chambre. C'est nouveau, ça. De la colocation, La colocation pour des petites unités. Ben, ça peut être une solution aussi temporaire, par contre, parce que... Ouais, mais, tu sais, il faut absolument, tu sais, que... on n'a pas le choix de comprendre et accepter que les forces du marché doivent fonctionner. Donc, il y a de l'offre et il y a de la demande. Et là, en ce moment, là, il y a une déconnexion entre combien ça coûte construire et quel est le budget d'une personne pour se loger. Et en ce moment, il y a Maison Canada qui a été mise en place. Là, donc, est-ce qu'on y croit à la Corpic, ça? On va tout prendre. Oui. On va tout prendre. Et là, déjà qu'il y a une sensibilisation, qu'il y a une reconnaissance de cette inéquité-là, de cette inabordabilité-là, mais ça ne pourra pas se régler qu'avec des fonds publics. On ne pourra pas payer le début du commencement pour y arriver. Il faut que le marché se réorganise pour que tout ça puisse fonctionner. Et je sais qu'on n'aime pas ça toujours dépendre du marché, là. Mais le marché va s'organiser parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger. Il y a des gens qui travaillent sur la robotisation, la construction en usine, tout ça. Ça se fait pas demain.
Mais là, aujourd'hui, on parle d'un problème qu'on veut régler demain. Comment on fait maintenant? Comment on fait, M. Hughes? Ben, en premier lieu, là. D'abord et avant tout, juste pour donner le chiffre qui tue, si vous voulez, 70 000 pour, c'est le coût sociétal minimum pour quelqu'un qui vit en itinérance chronique. C'est ça, c'est en termes de services de santé, services de police, services carcéral, ambulance, etc. Donc, c'est très cher. Donc, nous avons besoin d'un plan maître, justement, pour y faire face. C'est sûr, on a vu beaucoup d'investissements qui se sont faits au niveau municipal et au niveau provincial, mais l'écart continue d'augmenter. On a de plus en plus de personnes en situation d'itinérance versus le passé. Donc, il faut vraiment penser différemment. Donc, pour s'assurer qu'un plan maître de même marche, il faut avoir 3 choses. Il faut avoir les appartements, il faut avoir des façons à faire en sorte que les personnes pauvres peuvent payer l'appartement. Et 3, il faut avoir des services. C'est une trinité d'éléments qui font un tout. Et moi, je pense, avec une vision de loger les 6 000 personnes à Montréal, 10 000 personnes, 12 000 personnes à travers la province, on peut imaginer construire développer assez de logements pour tout le monde. Rôle très important pour le privé là-dedans, c'est sûr. Mais il faut ne jamais oublier qu'il y a d'autres mondes qui viennent en tout temps. Hein. Et si on ne prévient pas, comme notre chef de police le souligne avec aplomb, on va avoir besoin de construire encore plus. Parce que ce ne sont pas tous des gens dans la rue qui viennent vous voir, là. C'est sûr, mais c'est une sorte de système d'une nouvelle personne rentre, des personnes qu'on accompagne sortent, mais il y a plus de personnes qui rentrent qui sortent. C'est ça. Donc, il faut imaginer à une taille beaucoup plus importante qu'on imagine maintenant une intervention pour le régler, parce qu'autrement, on n'a pas beaucoup parlé des impacts de l'itinérance, mais nos parcs sont en train de changer certainement entre centre-ville, mais j'ai un collègue qui a dit à Terrebonne, autour d'un parc là-bas, il y a un campement de 30 personnes là-bas. Je ne pense pas que c'est dans votre territoire, Fadi. Je l'ai assez à Montréal. Donc, c'est ça, les urgences hospitalières. On a beaucoup entendu parler des personnes en situation d'itinérance dans le système de métro. Toutes les stations. C'est pas juste dans le town. Ça fait peur aux gens. Veux pas, on va le dire. Là, la population, ceux qui ont des commerces, les propriétaires voisins de ces... Les plaintes que la police reçoit maintenant, que la STM reçoit, sont en pleine augmentation, comme des centaines de plus de plaintes que jamais dans le passé. Donc, c'est crucial de point de vue sociétal d'y faire face. Et les organismes, là, on est là pour être un partenaire pour renverser la tendance. On ne veut pas voir les campements. On veut que les campements se disparaissent, mais de façon humaine et sage. Juste de les déplacer d'une place à une autre, là, c'est un gaspillage total du temps des policiers et des permanents de la Ville de Montréal, entre autres. Donc, écoute, main levée ici du secteur associatif pour trouver une solution, mettre-nous ensemble pour des mesures de prévention, pour des mesures de construction, de développement avec service, avec un partenaire gouvernemental qui voit qu'est-ce qui est devant eux. On a parlé juste avant le début de cet épisode des élections municipaux. L'itinérance est sur le radar. C'est le sujet. D'une façon qu'on n'a jamais vue dans le passé, donc qui est une bonne chose et une mauvaise chose. Hein? On ne veut pas que ça soit là, mais c'est là, good. Il faut qu'on en parle. Oui, et on a besoin justement que le prochain maire ou mairesse, justement,
concrétise son plan en action rapido après les élections, c'est sûr. Et aussi, à travers ça, M. Daguerre, comment faire pour aider les gens qui ne veulent pas se faire aider? Ça, c'est un gros enjeu pour les policiers, même si on est bien entouré avec les services communautaires, les propriétaires, il y a des gens qui résistent à cause qu'ils ont des droits. Tu sais, ces personnes-là ont des droits. Les policiers ne peuvent pas toujours agir. Alors, c'est quoi le plus grand défi avec ces personnes-là, par exemple, qui sont dans la rue déjà ou en appartement, qui ne veulent pas se faire aider? C'est un enjeu pour toute la communauté. Et la patience. C'est la patience, parce que cette même personne-là qu'on voit dans la rue et qui ne veut pas se faire aider, demain, quand le patrouilleur va revenir, il va être encore dans la rue. Le lendemain, encore dans la rue. Je pense qu'il y a une question de patience, de confiance qui se bâtit doucement. Au début, c'est beaucoup de méfiance de la part de la personne vulnérable envers la police. Il n'y a pas quelqu'un de vulnérable qui veut s'asseoir en arrière d'un char de police pour se faire transporter. Je sais que James, avec son équipe, ils ont la fameuse navette qui peut permettre certains transports. Donc, nous, on évite le plus possible un événement qui pourrait être traumatisant pour la personne vulnérable d'être assis en arrière d'un véhicule de police. Mais ça prend beaucoup de patience et aussi de la confiance qui se bâtit doucement. Je vais vous donner un exemple. Présentement dans le village, on a changé complètement notre approche. On a mis des policiers, bien sûr, qui continuent à répondre aux appels d'urgence, mais on a mis une quarantaine de policiers et policières qui patrouillent à pied la rue. Ils les connaissent tous maintenant, par leur prénom, par leur particularité. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu vas? Au début, je te parle pas. Maintenant, peux-tu avoir un petit Big Mac? Est-ce que tu peux m'amener ci? Est-ce que tu peux m'amener ça? Donc, doucement, il y a un lien de confiance qui se bâtit entre eux. Puis là, tranquillement, lorsqu'on voit qu'il y a une possibilité de référencement vers un partenaire, le partenaire vient patrouiller avec nous, et c'est là que je m'en viens, les patrouilles mixtes. Un policier, travailleur social, un policier, un psychologue, un policier, un psychiatre. Ça fait un effet incroyable parce que du coup, le policier arrive à des endroits que le psychiatre n'aurait jamais pu y aller ou le travailleur social n'aurait jamais pu y aller et on rentre dans l'appartement. Il y a un événement, un appel d'urgence, on rentre dans l'appartement, le policier sécurise, mais on voit bien que c'est une situation de santé mentale. Du coup, le travailleur social avance, s'occupe de la personne en diagnostic et le policier recule parce que c'est confidentiel. Et là, il y a quelque chose qui se crée entre ces personnes-là. Mais rapidement, une fois cette intervention faite, ça prend les partenaires qui viennent. Donc, ce que j'aime beaucoup dans la vision des deux invités, c'est qu'il y a une vision à très court terme, ce que tu amènes, on peut faire les choses maintenant, mais j'aime beaucoup aussi l'aspect 5-10 ans. Comment on bâtit 12 000 logements? Parce qu'éventuellement, ces gens-là, il va falloir qu'on les loge. Et c'est faisable, 10 000, 12 000 logements. Mais comment on freine aussi ceux qui s'en viennent? Parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Ceux qu'on traite présentement, on essaye le mieux possible qu'on peut. Puis on essaye, puis ça fonctionne. Parfois, on les loge. Puis il y a des beaux succès. Il faut le reconnaître, il y a des petits, beaux succès qui fonctionnent présentement. Mais moi, encore une fois, je reviens sur le flux qui s'en vient. Ceux qui sont les plus vulnérables, qui sont en train de débarquer sur la rue, eux, il faut que ça arrête de rentrer. Pour qu'on puisse que les 12 000 logements soient 12 000 logements. That's it. Puis que les 12 000 logements, que ce soit abordable ou non, qui fassent déplacer des gens qui pourraient être intéressés à changer de logement pour laisser libre les autres, là, les logements plus vieillissants. Par la suite, si on freine ceux qui sont sur le bord de tomber, now we're talking. Là, we're talking. Puis on aide les commerces, on aide la vie d'une ville, on aide la communauté, les familles qui ne veulent plus rester dans certains quartiers parce qu'elles ont peur de l'itinérance aussi. Tantôt, je parlais du village. Une des populations les plus tolérantes, ce sont les gens du village. Les commerçants, les propriétaires, très, très tolérants. Là, à un moment donné, ils n'en pouvaient plus. Puis là, récemment, on a travaillé avec des partenaires, puis ils ressouffrent. Mais initialement, ils veulent aider. Les gens du village, c'est pas des gens fermés du tout, au contraire. Ils sont très ouverts. Mais il y a une limite à la capacité de pouvoir vivre ainsi. C'est la même chose pour les propriétaires. Tu sais, quand on parle de ces personnes qui pourraient tomber en situation de vulnérabilité, on les connaît. Puis, tu sais, je vais dire Gilles, là, tu sais. Je l'aime, Gilles. Ça fait longtemps qu'il est locataire avec nous. Puis, si on m'aide, si on l'aide, il va rester chez nous, Gilles, jusqu'à ce qu'il meure. Donc, est-ce qu'on peut faire arriver ça? Nous, ce qu'on vous dit, c'est que c'est probablement le scénario le moins cher. Si on outille les propriétaires,
à accompagner ces personnes-là le temps qu'ils ont besoin dans leur logement. Est-ce que la Corpic, éventuellement, va, je ne sais pas moi, publiciser une liste d'organismes ou favoriser l'échange comme ça chez les propriétaires pour qu'il y en ait qui se portent volontaires pour je ne sais pas, il pourrait y avoir un programme particulier, juste de publiciser ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de propriétaires, là, il y en a qui nous écoutent, qui vont le savoir, là, mais il y a probablement beaucoup de propriétaires qui pensent qu'il n'y en a pas d'aide. Oui. Mais il y a quelque chose de très intéressant qui s'appelle le 211, qui par endroit, par besoin, on peut voir les services là, qui sont disponibles. Alors, ça, c'est un exemple de ce qui peut être fait comme répertoire. Mais maintenant, là où on peut aller plus loin, c'est de guider les propriétaires pour identifier quand il y a une situation problématique, quel genre de ressources sont nécessaires. Moi, je suis bon pour rénover une maison, mais quand j'ai quelqu'un qui a le syndrome de Diogène, je sais pas quoi faire. C'est difficile, ça, en plus. Tu sais, l'accumulation compulsive, là, donc certainement que la Corpic va participer à l'éducation des propriétaires. Là. On a accès à 600 000 logements à travers le membership de la Corpic, généralement là, par des petits propriétaires. C'est 1,5 million de Québécois qu'on loge. Donc, on est présent. C'est de passer le message, puis tout le monde se parle. Hein? C'est comme dans n'importe quoi. La communication est la clé de tout ça. C'est un échange fort pertinent. J'espère qu'on pourrait se reparler dans quelques temps puis dire que ça a fonctionné, cette approche-là. On va se le souhaiter. Merci beaucoup, M. Daguerre. Merci d'avoir été là. M. Hughes, merci. Éric, toujours un plaisir. Merci tout le monde. Alors, merci à vous qui nous écoutez, qui nous regardez pour le balado Table ronde de la Corpic, 2e épisode. On vous reviendra dans un autre épisode au cours des prochains mois, mais celui-ci fait vraiment réfléchir et on espère que ça va vous inciter justement à trouver des solutions. Si vous êtes propriétaire, intervenant, peu importe, allez-y, posez des questions autour de vous pour essayer de trouver des solutions tous ensemble. Bonne journée. Cet épisode vous a été présenté par Wi-Fi Plex, votre partenaire technologique pour immeubles multilogements. Merci.